Chapitre 2. Le mensonge originel. Alors que son couple venait d'amorcer ce virage relationnel, Manu repensait souvent au début de leur histoire. Leur première rencontre, en 1999, fut assez banale. Ils firent connaissance lors d'un barbecue chez une amie commune. Ils échangèrent rapidement leur numéro de téléphone et se revirent d'une manière assez conventionnelle. Très vite, ils perçurent dans leurs personnalités respectives des intérêts concordants, bien qu'elle fût musulmane et lui plutôt universaliste. Que leur importait cette différence, puisqu'ils découvraient un équilibre parfait quant à leur vision du monde et de l'existence. Leur principale valeur commune était la liberté et le désir d'accéder à leurs rêves. Cela passait bien sûr par la liberté financière, et ils en étaient affamés. Ce rêve, bien que politiquement incorrect, représentait le ciment de leur couple, et ils décidèrent de se marier sans plus attendre. Salima avait 26 ans, Manu 29. Mais un obstacle subsistait. Il n'était pas musulman. Or, si Salima n'y attachait pas d'importance, ce n'était pas le cas de sa mère. La famille de Salima avait accepté Manu les bras ouverts, à l'exception de la future belle-mère du fiancé. Elle restait récalcitrante à l'idée de cette union, et sa détermination négative était incontournable. Salima suggéra alors à Manu de lui inventer une origine arabo-musulmane. « Puisque tu es métisse, ils n'y verront que du feu. Nous allons faire croire que ton père était sahraoui. Comme il est décédé, ils ne pourront pas lui poser la question. »« Mais qui va croire à ça ?» lui répondit Manu complètement abasourdi. « L'important n'est pas qu'il le croie, mais qu'il fasse semblant d'y croire. Les apparences seront sauves et tu verras, chez nous, la dissimulation est un art consommé. » Devant la détermination de Salima à plier la réalité à ses volontés, Manu avait toujours courbé l'échine. Le jour où il accepta ce mensonge marqua son parcours d'une pierre blanche. La machine était lancée et, du jour au lendemain, Manu devint Yacine. Dans un premier temps, il n'y croyait pas. Mais il dut bien avouer que cette première invraisemblance passa comme une lettre à la poste. Et pour lui-même aussi. Que lui importaient ses origines, puisque depuis son enfance, de par sa famille métissée, Manu vivait le rejet des codes normatifs presque comme une normalité. Par contre, ce ne fut pas le cas de Maria Asunción, sa mère à lui. Lorsqu'elle apprit qu'il s'apprêtait à renier ses origines et à travestir la réalité pour complaire à Salima et à sa famille, son refus fut catégorique. Elle n'ouvrit pas sa porte à la mère de Salima, venue lui apporter un faire-part pour les noces, et décida même de ne pas y assister. Les petites combines de son fils étaient pour elle autant de blessures, et elle se sentit exclue et rejetée. Maria Asunción, basque espagnole, franchement positionnée à gauche, fut l'une des premières femmes à avoir été emprisonnée pour des motifs politiques sous la dictature de Franco. Dans les années 60, elle avait fait partie d'Osco Gastedi, une jeune organisation nationaliste dont certains dissidents plus radicaux formèrent quelque temps plus tard l'ETA. Incarcérée en tant qu'activiste, elle purgea sa peine et rejoignit ensuite Bruxelles qui devint sa nouvelle patrie. Lorsqu'elle devint mère dans ces circonstances singulières, Maria Asunción éleva seule Manu et sa sœur Luisa dans le modeste foyer qu'elle était parvenue à construire. Elle leur inculqua des valeurs morales fortes telles que la justice, l'intégrité, l'équité et la solidarité. Pour ces petits métis hispano-africains, pas de télévision à la maison, mais beaucoup de livres, de musique et de politique. De par ses choix éducatifs, Maria Asunción parvint à éviter à ses enfants de tomber dans les pièges que les jeunes pouvaient rencontrer dans les rues des quartiers défavorisés. Pourtant, depuis toujours, Manu ressentait en lui le désir de la revanche. Mais il put partiellement étancher cette soif grâce à sa passion pour le sport et la musique. Il traversa donc une adolescence sans grand trouble. Il ne tomba pas dans le piège de l'héroïne et fut le seul de son groupe d'amis à avoir résisté à cette épidémie qui emporta une grande partie de la jeunesse de son quartier. Maria Asunción en était fière. Malgré son diplôme de kinésithérapie en poche, Manu dut continuer à se montrer sous son meilleur jour pour ne pas donner prise aux humiliations liées à ses origines. Son désir de liberté déjà bien affirmé, il refusa d'entrer dans le moule que la société voulait lui imposer. Pourtant, il fallait bien vivre. Il travailla alors dans différents domaines, DJ, animateur de radio, aide-soignant de nuit dans une maison de retraite, physiothérapeute, employé polyvalent au sein d'une société commerciale de distribution de stores, plongeur dans un restaurant et, pour finir, manager d'une firme de disques indépendante. Sa propre maison de disques,
il allait la créer plus tard. En attendant, il vivait déjà de sa passion et selon ses désirs. Mais sa soif n'était toujours pas étanchée. Ce fut à ce moment qu'il rencontra Salima. 4e d'une fratrie de 6 enfants, elle avait dans sa jeunesse enduré les mêmes épreuves que Manu. Son passé vécu dans une relative pauvreté avait ancré en elle un sentiment épuisant, celui d'être obligée de soulager financièrement sa famille. Pour elle, c'était un cauchemar que d'imaginer les siens manquer de quoi que ce soit. Ce sentiment la transforma en une combattante sans scrupules. Par ailleurs, Salima semblait avoir un grand cœur et sa générosité était parfois excessive. Elle ne parvenait jamais à dire non aux sollicitations et cela provoquait chez elle des déchirements intérieurs difficilement gérables. Bien plus tard, avec du recul, Manu se demandait si toute cette mansuétude ne cachait pas un calcul inconscient, un moyen d'obtenir une reconnaissance cajoleuse, une méthode sentimentale pour acheter la considération des autres. Les éraflures de ces 2 passés complexes se réunirent et l'équipe était mûre pour se lancer à l'assaut de ses rêves. 2 assoiffés, cheminant sur une route désertique, ne pouvaient que s'entendre. Ils se comprirent immédiatement et se reconnurent dans leurs aspirations. Ils ne supportaient aucune limite et leur besoin de reconnaissance était dévorant. Rien n'aurait pu détourner Manu et Salima de leur but puisqu'ensemble, ils allaient assouvir leur revanche. Rien ni personne, ni même Maria Asunción. Manu se remémorait souvent ce dialogue douloureux qu'il avait eu avec sa mère quand il lui annonça qu'il allait devenir musulman pour épouser Salima. « Jamais je ne me plierai à ces exigences fallacieuses. Pourquoi le ferais-je ? Si tu avais demandé à Salima de se faire passer pour une catholique, l'aurait-elle fait ? C'est indigne, et je refuse de jouer cette comédie. Et toi, mon fils, comment peux-tu tomber si bas ? Écoute, maman, pour moi, cela n'a aucune importance. En vérité, je me fous royalement de ces traditions, mais je comprends que ce ne soit pas ton cas, et je l'accepte. Bon vent alors !» Et ce fut tout. La cérémonie se révéla fastueuse, et Manu l'a vécue sans la présence de sa mère, ni celle de sa sœur Louisa. 450 parasites s'y pressèrent. Le banquet était digne d'un festin royal des 1001 nuits. Les tables croulaient sous l'abondance des plats les plus délicats et variés. Les femmes d'une beauté éblouissante étaient parées de somptueuses parures orientales. Cependant, des ondes négatives planaient déjà sur les festivités. Manu et Salima célébrèrent en fait sans le savoir leur entrée en grande pompe dans le monde de la dissimulation, de l'esquive et du mensonge.